C'est un véritable séisme qui secoue le monde de la diplomatie française. Un décret paru au journal officiel entre les deux tours de la présidentielle supprimerait le corps diplomatique. Levée de bouclier chez plusieurs personnalités, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Ségolène Royal, mais aussi d'anciens diplomates comme Gérard Araud, ex-ambassadeur de France aux États-Unis. Alors est-ce la fin d'une diplomatie professionnelle? La France va-t-elle perdre son aura, son expertise pour comprendre le monde qui nous entoure? Avec nous pour en parler, Xavier Driancourt, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, ancien ambassadeur de France en Algérie, auteur de L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, édition de l'Observatoire. Christian Lequesne, bienvenue à vous également. Professeur à Sciences Po, vous êtes l'auteur notamment de Ministries of Foreign Affairs in the World, Actors of State Diplomacy. Vous ne me faites pas de cadeau, j'espère que j'ai un bon accent british. C'est chez Bril Nijoff. Alors, vous avez tous les deux signé une tribune dans le journal La Croix au sujet de ce fameux décret. Mais d'abord, Xavier Driancourt, on apprend ce matin dans les pages du journal Le Figaro qu'Emmanuel Macron a piqué une grosse colère. Pourquoi? Parce que dans l'entre-deux tours, le jour où paraît ce décret, eh bien, il n'est pas au courant. Je crois que sur cette affaire, il faut distinguer le fond et la forme. Et la forme, c'est effectivement 4 décrets qui sont parus le jour de Pâques. Donc entre les deux tours de l'élection présidentielle, un peu en catimini, ça explique effectivement le président de la République prend connaissance du journal officiel qui paraît le dimanche, où il découvre que ces décrets sont publiés. C'est ce que dit le Figaro. Il a été surpris sur la forme, sur le fond, c'est bien entendu sur le fond de cette réforme, on est bien d'accord. Sa réforme. Alors pour le commun des mortels, tous ces mots ne sont pas forcément évidents, y compris pour nous d'ailleurs. C'est quoi au juste le corps diplomatique? Mais là aussi, il faut distinguer deux choses, le contenu et le contenant. Le corps diplomatique, c'est le contenant, c'est l'enveloppe. Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est le contenu. Jusqu'à présent, on mettait des diplomates qui ont commencé leur carrière au Quai d'Orsay. Moi, j'ai commencé il y a 40 ans, qui faisaient leur carrière au Quai d'Orsay. Et puis, il y avait aussi des nominations. Donc, pas forcément ambassadeurs, des diplomates. Pas forcément ambassadeurs, des gens qui sont recrutés. Je présidais cette année le concours de secrétaire des affaires étrangères. Donc, il y a des jeunes qui sont recrutés à la sortie de Sciences Po, de droit, de l'école des langues orientales et qui font leur carrière au Quai d'Orsay. Donc, c'est le contenu. Et par exception, il y avait des non-diplomates, entre guillemets. C'est l'article 13 de la Constitution qui donne au président de la République le pouvoir de nomination des ambassadeurs, des généraux, des... Alors, on sent que vous avez envie d'aller très vite, mais juste comme pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le rôle d'un diplomate ? Le rôle d'un diplomate, c'est de représenter son pays à l'étranger et de faire en sorte, lorsqu'il est dans sa capitale, d'entretenir avec les autres diplomates accrédités les relations de l'État. Mais de plus en plus, le rôle d'un diplomate, c'est pas seulement de se limiter aux questions, disons, interétatiques, c'est aussi d'entretenir des relations avec les sociétés. Un diplomate en poste, notamment, passe beaucoup de temps à contacter, parler dans les sociétés, c'est un travail de dans longue les mondes haleine économiques, et de persévérance, de patience. Comment devient-on diplomate aujourd'hui? Vous l'avez esquissé. Il faut forcément passer un concours, sauf quelques voies exceptionnelles. Il faut passer un concours. Il y a le concours dit d'Orient. L'Orient, ça commence à l'Allemagne, en fait, l'Orient, jusqu'à la Chine. Et on passe des langues. Il y a des langues, certaines langues rares. Ça comporte aussi des langues africaines. Et puis, il y a un concours général pour ceux qui ont fait Sciences Po ou du droit. Et puis, il y a le recrutement à la sortie de l'ENA. Alors, le corps diplomatique va-t-il vraiment être supprimé? Il faut qu'on soit bien clair. Voilà ce que dit ce décret. Il modifie le statut des diplomates qui deviennent administrateurs d'État au même titre que les préfets ou les inspecteurs des finances. Est-ce que le corps diplomatique est supprimé? Alors, c'est compliqué. Le contenu, non? Le contenant? C'est compliqué parce qu'on ne supprime pas, si vous voulez, toutes les catégories. On supprime les catégories supérieures, c'est-à-dire à partir de ce que l'on appelait, dans l'ancien système, conseiller. Il y avait 2 catégories supérieures, conseiller et ministre plénipotentiaire. Ça, c'est supprimé et remplacé par ce corps générique qu'on appelle le corps des administrateurs d'État. Mais le concours de secrétaire des affaires étrangères demeure.
La question, c'est de savoir si il restera attractif pour les jeunes gens, puisque c'est un bloqués, exactement, c'est un ministère où il y a eu énormément de promotions internes. C'est-à-dire il y avait énormément de gens qui entraient dans ce ministère comme secrétaire avec l'idée de devenir conseiller et puis ministre plénipotentiaire. Est-ce que tout ça va continuer? Est-ce que ça sera toujours aussi attractif pour les jeunes gens? Si on leur dit, vous savez, après votre période de secrétaire, vous risquez d'aller au ministère de l'Environnement ou au ministère de l'Agriculture, peut-être que certains d'entre eux s'interrogeront sur la carrière. Mais si on comprend votre courroux en lisant votre tribune, pourquoi changer ce qui fonctionne? Pourquoi cette décision, cette réforme d'Emmanuel Macron? J'imagine que c'est un peu la transformation voulue après toutes les crises politiques, gilets jaunes ou autres, la réforme ou la suppression de l'ENA, la suppression des corps d'inspection, de l'inspection. Vous écrivez dans le sillage des gilets jaunes, le président a voulu sacrifier la haute fonction publique en faisant disparaître d'un trait de plume ce qui constitue la colonne vertébrale de l'État depuis Philippe Lepelle. La colonne vertébrale. Les préfets, comme les ambassadeurs, les préfets ils remontent à Napoléon, les ambassadeurs ils remontent à Charles IX. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi la colonne vertébrale? C'est effectivement deux corps qui sont la colonne vertébrale de l'État. Mais donc quel est le la danger, très alors, haute fonction que vous publique. D'abord, pour revenir sur les raisons, moi je pense qu'il y a une raison vraiment d'harmonisation en quelque sorte, c'est-à-dire d'essayer de faire entrer toute la fonction publique dans un cadre général et générique, sans tenir compte des spécificités. C'est la simplification. Exactement. Et puis ensuite, il y a cette idée quand même, je pense, chez certains proches d'Emmanuel Macron en particulier, que il n'y a pas assez de mobilité au sein du Quai d'Orsay, que c'est un corps qui est un peu trop refermé sur lui-même, donc qu'il faut... Un mammouth, c'est le cas ou pas? Je ne sais pas si on doit employer ce terme, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il faut amener du sang neuf, du sang différent, sauf que c'est un métier qui nécessite une préparation particulière. Voilà. Ça ne s'invente pas d'être diplomate. Je crois que ça ne s'invente pas. Il faut effectivement une expertise, une expérience. Moi-même, j'ai passé 2 fois 4 ans en Algérie. J'écris ce livre, L'énigme algérienne, que vous avez cité. Je ne sais pas si au bout de 8 ans, j'ai été à même de comprendre complètement ce pays justement, difficile. Mais c'est le ça veut dire qu'il n'y a pas d'inné. Ah, c'est le fruit d'une expérience qu'on acquiert progressivement. Et c'est faux de dire que le Quai d'Orsay est un ministère sclérosé, parce que, d'une part, vous avez aujourd'hui... Il n'a pas dit qu'il était, mais qu'il était perçu comme tel par certains. Mais il y a une des idées qui est avancée, qui est il faut qu'il y ait plus de diversité et de mobilité. Mais d'une part, vous avez beaucoup de jeunes de la 2e ou 3e génération de l'immigration, des franco-marocains, franco-algériens ou autres. Je le vois en présidant le concours, le jury du Quai d'Orsay, des jeunes qui préparent le concours avec des langues orientales et qui arrivent comme diplomates. Et puis d'autre part, le Quai d'Orsay était le premier, j'étais directeur général à l'époque, je m'en souviens, en 2006, après les émeutes des banlieues, on a créé ce qui s'appelle le Pacte, qui est un recrutement en banlieue avec Pôle emploi de jeunes qui n'ont pas de diplôme. Et on a eu le prix de l'innovation de la fonction publique à l'époque. Donc on a un ministère peu connu, mais qui bouge. Qui agit concrètement. Alors juste, le tweet de Gérard Haro qui a beaucoup fait parler, il a d'ailleurs été retweeté par l'ambassadeur de France en poste à Kiev, en Ukraine, Étienne de Poncin. Gérard Haro, 2 tweets, on va peut-être regarder d'abord le premier. D'ailleurs, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, parce qu'il dit, Gérard Haro, on va être le seul pays occidental à ne pas avoir de corps diplomatique. Et puis après, il dit, ça va être un peu comme à l'américaine. Donc les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, c'est un grand pays occidental. Alors, je pense que là, on est en train de confondre la question du recrutement des diplomates avec la nomination des ambassadeurs, ce qui n'est pas la même chose. Effectivement, dans le système américain, vous avez 30% des ambassadeurs qui sont ce que l'on appelle des political appointees, c'est-à-dire des gens qui ne proviennent pas de la carrière diplomatique. On nomme un professeur parce qu'il est expert d'un pays, on nomme un bienfaiteur, quelqu'un qui a apporté de l'argent dans la campagne présidentielle, etc. Mais derrière
ces gens, il y a une structure. Ouais. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que lorsque vous avez un ambassadeur politique aux États-Unis, le numéro 2 est toujours un professionnel et l'équipe est composée de gens qui appartiennent au département d'État. Et vous dites d'ailleurs, à la perte d'expertise s'ajoute la crainte du copinage politique, que ces nominations servent à récompenser tel député, tel conseiller, tel ministre battu à une élection. Ça existe déjà. Ça existe déjà, mais ça risque d'être généralisé d'une part, et puis d'autre part, un de ces 4 décrets prévoit que les postes de numéro 2 seront également ouverts. Ça, c'est la nouveauté. Donc ça, c'est la nouveauté. Ça veut dire que non seulement les ambassadeurs, mais aussi leurs collaborateurs pourront être médecins. Vous en voulez au président français ? Pardon ? Vous en voulez au président français ? Je n'ai pas à en vouloir au président de la République, c'est le chef de l'État. En plus, il vient d'être réélu, mais je regrette cette réforme. Certains rétorquent, Talleyrand était évêque, Couve de Murville, inspecteur des finances, François Poncet, homme politique. On pourrait ajouter Romain Gary, par exemple. Romain Gary était diplomate de carrière. Il était déjà diplomate. C'est un diplomate qui est devenu écrivain. Écrivain, compagnon de la Libération aussi. Donc l'un n'empêche pas l'autre, en fait. On est bien d'accord. Mais ça a toujours été le cas. Non, je pense qu'il y a des ambassadeurs qui ne sont pas issus de la carrière, qui ont été excellents. Vous savez, ambassadeur, c'est une tâche qui nécessite des qualités de représentation, beaucoup. Oui. Mais ensuite, il faut gérer l'ambassade, il faut gérer la relation avec la capitale, etc. Et ça nécessite... Il faut appliquer le protocole. Le protocole, c'est pas quelque chose qui s'invente. Et ça nécessite des professionnels. La France va-t-elle perdre du poids sur la scène internationale en quelques mots ? Je le crains. Merci, c'est clair, net et précis. Merci beaucoup Xavier Driancourt et merci à vous Christian Lequesne. Moi, je pense que la réforme va être adaptée. C'est-à-dire, je ne vois pas comment les administrateurs d'État vont pouvoir fonctionner s'il n'y a pas une filière diplomatique. Voilà, qui est dit, on va en entendre reparler. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau.